Nous allons commencer dans quelques instants. Bonsoir Camerounais, bonsoir Camerounaises, bonsoir chers compatriotes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Je dis bonsoir comme ça à tout le monde, je dis bonsoir à toute la famille résistante, je dis bonsoir à tous les combattants, bonsoir à tous ceux qui ont passé une semaine excellente, bonsoir à tous ceux qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas passé une semaine excellente. L'heure est venue pour nous comme ça de faire comme j'ai coutume et l'habitude de le faire, une sortie hebdomadaire. Vous savez, nous avons passé une semaine assez tumultueuse, nous avons passé une semaine assez difficile et nous avons passé une semaine ô combien costaude. Et l'heure est venue pour nous, comme nous avons l'habitude chaque week-end, d'essayer de brosser un tant soit peu l'actualité de la semaine, d'essayer de voir plus ou moins ce qui, dans le combat, dans le parcours et dans la lutte que nous menons, ce qui se passe, ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a lieu de corriger, quelles sont les perspectives d'avenir, qu'est-ce qui est mieux de faire, qu'est-ce qui est mieux de ne pas faire. Vous savez, aujourd'hui, je vais m'offrir comme ça le luxe et le privilège de vous entretenir sur quelques aspects qui, ma foi, sont très importants pour la suite du combat, pour le combat que nous menons. Vous savez, nous avons eu une semaine très difficile parce que, et guerre en même temps, il faut le rappeler, hein, que le président lui est déjà dans nos murs, il est en Europe et beaucoup de choses se dessinent. Beaucoup de choses se dessinent et aussi bien du côté du régime de Yaoundé, nous avons beaucoup de voix qui s'élèvent déjà pour essayer de prendre des mesures sévères et des mesures strictes par rapport à la chute du tyran. L'heure et les jours de Biya sont comptés, cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Essayez de partager tout simplement. Dans quelques instants, nous allons commencer notre entretien hebdomadaire. Les thématiques abordées aujourd'hui seront les suivantes. Elles sont simples. Les thématiques abordées aujourd'hui, nous allons bosser un peu l'actualité. Nous allons entrevoir les perspectives d'avenir pour la suite du combat. Où est-ce que nous nous situons? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment est-ce que nous devons le faire ou ne pas le faire? Ça, c'est très important pour nous. Et ensuite, nous allons aborder la place ou tout au moins l'importance des litchis dans le combat que nous menons. Qu'est-ce que nous avons dit au peuple dès le début et où est-ce que nous avons failli? Qu'est-ce que nous avons pu faire et ne pas faire? Ça, c'est très important pour nous. Et dans la troisième position, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire par rapport à toute l'actualité de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas, tant il est vrai que nous devons prendre un certain nombre de mesures, prendre un certain nombre de responsabilités et prendre un certain nombre d'engagements. Ça, c'est très important parce que la suite du combat telle que nous la pressentons et telle que nous le pressentons, nous la voyons, autant pour moi, s'annonce aussi bien courte que décisive. Il faut comprendre une chose, c'est que c'est clair et ce n'est plus l'ombre, cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute que le régime dictatorial de Yaoundé est aux abois et est tombé. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans une phase où Yaoundé est tombé. Le régime de Biya est aux abois. Le régime de Biya vit ses dernières heures, vit ses derniers moments. Donc nous devons à notre niveau prendre un certain nombre de mesures et au sein de la diaspora plus particulièrement, nous devons prendre un certain nombre d'engagements pour pouvoir essayer de raccourcir, pour pouvoir court-circuiter, tout au moins autant pour moi, abréger les jours de ce régime dictatorial. C'est très important pour tout le monde, c'est très important pour nous, c'est très important pour les autres, parce que nous sommes dans une phase où il est important, il est très, je dis bien crucial et primordial pour nous de nous rendre à l'évidence que quel que soit ce que nous faisons, et quelle que soit la mentalité et ce que nous adoptons dans nos entreprises ou dans nos actions, le combat pour lequel nous nous sommes engagés, nous devons le terminer. Nous devons l'achever d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, nous sommes obligés, je dis bien obligés, de courir et d'aller jusqu'au terme de notre course. Parce que nous achevions la course ou pas, nous sommes déjà entrés dans l'histoire. Soit elle sera favorable pour nous, soit elle nous sera défavorable. C'est très important. Donc, il faudrait que nous retenions ces choses-là. Ces éléments sont très importants pour nous et quoi que nous fassions, nous sommes obligés de les prendre en considération. C'est très important.
Donc, on va commencer comme ça d'un moment à l'autre. Dans un instant, on va commencer par parler, par voir exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de dire dans ce combat. Qu'est-ce qui nous a motivés. Parce que je vais vous rappeler, je vais dire, vous témoigner quelque chose qui m'a bouleversé le cœur. J'ai reçu un coup de fil ce matin d'un combattant de la Révolution en Allemagne. Et on a beaucoup parlé, on a échangé. Je veux prendre à témoin comme ça une combattante également, une générale de cette révolution, qui était au bout du fil. C'est même elle qui m'a appelé parce que le combattant n'a pas pu me joindre personnellement et individuellement, donc il est passé par une combattante pour essayer de parler avec moi. C'est pas que je suis pas accessible, hein, c'est que franchement, il m'a dit quand même qu'il m'avait écrit pendant peut-être 60 SMS au Messenger, Yahoo, Facebook Messenger, mais je n'avais pas répondu. C'est difficile quand même pour moi que je réponde sur Yahoo Messenger. Si vous voulez me contacter sur Messenger ou bien sur Facebook, allons-y directement, écrivez-moi directement ou bien lancez un appel. C'est mieux. Parce que les écrits, sincèrement, il y en a des milliers et ce sera difficile. Mon emploi du temps déjà professionnel, l'emploi du temps familial, l'emploi du temps également sur le plan du combat, c'est difficile que je renvoie chaque fois quels sont les messages qui me sont destinés ou quels sont ceux qui ne me sont pas destinés. Donc je vous l'ai dit comme ça que cela m'a fait chaud au cœur parce que il était en larmes, ce combattant. Il a appelé, il a demandé, il faut qu'on réveille l'Allemagne. Il faut qu'on se réveille parce que c'est nous qui avons fait naître ce combat. Il a parlé avec la combattante. Elle lui a demandé par plusieurs reprises qu'est-ce qu'il faille faire. Quelle est la solution? Il dit non. On a un seul leader en Allemagne. Il faut qu'il reprenne ses fonctions et qu'on avance. Vous savez, lorsque vous avez engagé une course et un combat comme ce que nous menons aujourd'hui, et lorsque vous avez eu rang ou vent de tout ce que nous avons fait et ce que nous sommes en train de faire, vous comprenez à un moment donné que vous ne vous appartenez plus. Vous comprenez à un moment donné que quel que soit ce que vous faites, ou quel que soit ce que vous avez décidé de faire ou de ne pas faire, vous impactez d'une manière ou d'une autre les autres. Vous impactez sans le vouloir les autres. Et c'est ça le leadership aussi. C'est cette capacité-là, même si on est en train de dormir, notre sommeil influe sur le non-sommeil des autres. C'est ça qu'il faut accepter et admettre. Et nous devons retourner à nos premiers amours. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, la révolution, elle est complètement... elle a pris des tournures et des virages très, très sporadiques parfois. Parfois, on a retrouvé des personnes en train de leader des mouvements ou des structures alors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes conscience de ce qui se passait. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur 2-3 aspects de cette chose avant qu'on ne passe aux choses suivantes. J'aimerais parler avec vous, échanger avec vous sur certains aspects très simples. J'aimerais échanger avec vous sur la capacité que nous avons en ce qui nous concerne de pouvoir tenir cette flamme. Pourquoi est-ce que le président, lui, son Excellence Maurice Kamto, coûte que coûte, va s'asseoir et tout dire? C'est le premier élément, le premier thème de notre life. Pourquoi est-ce que nous croyons de tout cœur, avec toute la conviction, avec toute la force, avec toute notre énergie, avec toute la puissance qui est en nous, que quel que soit lambda, nous sommes au bout du tunnel. Nous sommes au bout du tunnel. Et nous le croyons sincèrement. Et nous ne le croyons pas seulement. Nous y œuvrons. Quels que soient les événements. Nous voulons vous dire et vous rassurer que la lutte pour laquelle nous nous sommes levés il y a de cela 1 an n'est pas vaine et n'a pas été vaine. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les fruits. Nous sommes en train de voir comment est-ce que d'ici peu, le président élu, son Excellence Maurice Kamto, va s'asseoir tranquillement à étudier. Ça, cela ne souffre d'aucun doute. Vous savez, son voyage pour l'Europe est un voyage mémorable. C'est un voyage qui nous interpelle à plus d'un titre. Et nous savons que d'ici l'année prochaine, 2020, je le dis toujours, c'est l'année du sacre pour les uns et les autres. C'est l'année où, d'une seule voix et d'une seule bouche, nous allons avoir le privilège de communier avec ce leader que nous avons tant honoré et que nous avons tant adulé.
souffrant que pour cette fin d'année, qu'il remplisse ses obligations là où il est en train de les remplir, que ce soit à La Haye, que ce soit n'importe où, il a des obligations professionnelles. Mais l'année qui vient, dès janvier 2020, ce sera l'année du sacre. Ce sera l'année de tous les défis. Moi, en ce qui me concerne, je le crois au plus profond de moi que le régime de Yaoundé bascule en 2020. Je le crois, ça c'est je dis ce que je pense et je dis ce que je crois. Biya tombe en 2020. Quel que soit ce qui se passe. Parce que quand je regarde la perspective cavalière de tout ce qui se passe jusqu'à présent, quand je regarde un panorama de l'actualité, et si je m'efforce ou je m'imprègne, je m'exerce à faire une projection sur les choses à venir, je peux dire de tout mon cœur, sans risque de me tromper, que Biya tombe en 2020. Beaucoup me diront, oui, mais Général El Tchenou, tu nous avais dit qu'il tomberait depuis mars. Oui, là, il y avait beaucoup de conditions qu'il fallait remplir, parce que nous avions fait à notre niveau, au début de ce combat, ce qui nous concernait. En ce qui nous concerne, nous avons fait ce que nous devions faire, ce que nous avions eu à faire. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Il y a des gens qui, dans leur abnégation à écouter la vérité, s'engagent toujours à envoyer des têtes de mort. Je ne sais pas comment les gens peuvent, à l'heure d'aujourd'hui, se retrouver à venir se pavaner dans mes directs pour mettre des têtes de mort. Si ça ne vous intéresse pas, ça ne vous plaît pas, vous partez. Pourquoi chercher à bloquer? Vous savez, le noir est tellement méchant, surtout le Camerounais. Ils sont tellement aigris qu'ils ont envie à tout moment de transporter leur misère sur les autres. Si vous êtes malheureux, ne cherchez pas à rendre les autres malheureux. Si vous êtes aigri, ne cherchez pas à ce que tout le monde soit aigri. Si vous êtes névrosé, ne cherchez pas à ce que tout le monde soit névrosé. Ou bien ce n'est pas parce que tout le monde autour de vous sera névrosé que vous serez guéri. En fait, vous aurez autour de vous une colonie de névrosés. Mais pourtant, ça ne vous donnera pas la guérison. C'est ça, en fait, qui dépasse encore le Camerounais, entre guillemets en particulier, et le noir en général. C'est de ça que nous souffrons. Je le disais encore au début de mes lives, il y a un an, nous souffrons du symbole de la crabologie. Nous sommes comme des crabes. La race noire en général, et le Camerounais en particulier. C'est-à-dire quelqu'un veut à tout prix contaminer sa misère et son malheur, sa souffrance sur les autres. Ce n'est pas parce que tu souffres avec les autres que tu seras heureux. Tu peux être en train de souffrir, mais si les autres sont heureux, si les autres sont épanouis, ils pourront un jour te venir en aide et te sortir de ta souffrance. C'est ça que nous devons accepter et admettre. Pourquoi il faut venir aujourd'hui, dans un live, perdre le temps à mettre les têtes de mort? Moi, je ne vous bloque même plus, parce que vous bloquez me demande un exercice supplémentaire. Il faut que je me lève, que j'aille, je commence à réfléchir. Qui fait ça? Mais je n'ai pas le temps de ça. Vous allez mettre et vous fatiguer. Après, vous allez partir. Voilà le symbole. C'est comme ça quand nous avons commencé ce combat. Et il y a eu beaucoup d'aigris, beaucoup de névrosés qui étaient là depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Mais comme ils n'ont jamais rien accompli, ils ont préféré faire plomber le combat uniquement pour que ce soit eux qui arrivent à accomplir ça. Quitte à manipuler les jeunes, quitte à manipuler les autres qui étaient là. Mais c'est ceux qui se sont laissés manipuler vont se laisser manipuler. Ils le savent. Le général El Tchenou n'est pas manipulable. Je ne suis pas entré dans ce combat pour servir quelqu'un. Je le rappelle encore que cette révolution est née en Allemagne le 20 octobre. Pour ceux qui ne le savaient pas, retenez que la date historique de la naissance de la révolution, sous la forme actuelle, je dis bien sous la forme actuelle, je ne parle pas des gens qui vont nous dire qu'ils étaient dans le combat depuis 10, 20, 30 ans en Europe, parce que ça, ce n'était pas le combat. Vous avez mené votre combat, je vous respecte, on vous donne vos galons là-dessus, mais la révolution sous la forme actuelle, au lendemain du hold-up électoral, ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui s'est vu couronner à Berlin lors de la conférence internationale de Berlin et qui a fait naître toutes ces structures, c'est-à-dire les Amazones, ce qui a redynamisé la brigade anti-Sardina, c'est à Berlin qu'on écrit
en des lettres majuscules les statuts de la brigade anti-Sardinat. Jusque-là, ce n'était qu'un mouvement hétéroclite qui était basé comme ça, qui fonctionnait du bouche à oreille. Mais c'est à Berlin, par le biais de l'avocat de la brigade anti-Sardinat, Deutschland, Pierre Beaupépin, que nous avons pris soin de nomenclaturer, c'est-à-dire d'écrire de manière coordonnée et collective les statuts de la brigade anti-Sardinat et ce qui sera déporté partout ailleurs, dans toutes les brigades anti-Sardinat dans le monde. Donc la structure de la révolution actuelle, telle qu'elle est née et telle qu'elle a trouvé son éclosion à Berlin, le 12 et le 13 janvier, lors de la conférence internationale de Berlin, est bien sûr née à Berlin le 20 octobre 2018. Il faut que les gens le savent. Et les gens doivent le savoir pour un souci historique. Les gens doivent le savoir. Donc la révolution sous cette forme est bien sûr née à Berlin le 20 octobre 2018. Que ça vous plaise ou pas, c'est la vérité. Avant ça, vous étiez dans le combat, oui, dans une autre forme de combat. Vous avez mené le combat que vous avez mené. Mais le 20 octobre, lors de la marche que nous lançons à Berlin, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de moi et moi, cette marche historique qui est reprise par Equinox, il faut le rappeler, les archives sont là. Le 20 octobre passé encore, c'était 1 an d'anniversaire. Facebook me rebalançait ce live. Ce live qui avait été retranscrit en direct sur les chaînes de télévision d'Equinox. Et cette marche-là qui fait naître la révolution sous la forme actuelle. Le président élu n'avait même pas encore pensé le plan de résistance. Il faut que vous le sachiez. Que nous, en Allemagne, nous avons été ce qu'on appelle avant-gardistes. Nous avons vu ça venir de loin. Le président élu n'avait pas encore lancé, n'avait même pas encore imaginé le plan de résistance. Parce que le plan de résistance naît au lendemain, c'est-à-dire après que la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel ait volé les élections et qu'il décide, comme Paul-Éric Kinge nous l'a bien expliqué, le président élu lui-même, avec Albert Nzonga et toute la coalition gagnante, ils nous l'ont bien martelé et expliqué. C'est lorsqu'ils se retrouvent, se réunissent, qu'ils décident de nommer de commun accord certains membres du gouvernement et certains ambassadeurs, que le président élu a l'idée, l'ingénieuse idée 2 jours après, ou quelques semaines après, quelques jours après, de penser le programme national de résistance. Là, nous sommes déjà en novembre. Ça, il faut le rappeler, ou fin octobre. Dans tous les cas, il est au plus tôt. Le plus tôt, on est le 25 octobre ou le 28 octobre. Mais dans tous les cas, on s'approche vers novembre. Mais le 20 octobre, il faut le rappeler, au moins une semaine avant, nous avions déjà pensé. J'ai dit, nous avions déjà pensé à ce programme dur que nous allions mener à Bia. Et lorsque nous crions dans les rues de Berlin le 20 octobre, c'était pour dire à Bia qu'il aura en face de lui une jeunesse déterminée, une diaspora plus que jamais décisive. C'est pour ça qu'il me plaît ce soir de m'entretenir avec vous sur un ou deux aspects de cette révolution. Nous ne l'avons pas lancée pour la laisser en pâture. Nous ne l'avons pas imaginée pour qu'elle soit prise en otage par certains brigands, certains vieillards avides de place dans la société et au soleil. Chacun peut faire sa place. On ne vient pas dans la révolution pour prendre à la révolution. On vient donner. Parce que la révolution est sacrificielle. Je l'ai toujours dit, prenez mes lives il y a 1 an. Vous allez comprendre. Et ce que ce camarade me disait encore aujourd'hui, je vous parlais de ce coup de fil que j'ai reçu, m'a fait pleurer. M'a fait pleurer. J'ai compris combien on a été détruit. Combien des vautours sont venus entrer pour nous détruire. C'est un grand ingénieur. Mais il me dit, mon général El Chenou, je me rappelle il y a 1 an, quand nous courions partout, nous quittions le sud de l'Allemagne pour venir à Berlin, quand tu organisais les marches. Il était à la première marche. Il m'a rappelé cette première marche. Il m'a dit, tu payais déjà le transport à plein de personnes pour rentrer chez eux. Les camarades, les combattants, tu veillais à ce que chacun rentre chez lui. Vous savez, quand les gens sont entrés dans la révolution, commençaient à nous amener à comprendre que nous, on devait plutôt leur donner. C'est là où j'ai compris qu'on avait échoué cette histoire. Parce que ça ne marchera pas. Et ça me permet par ricochet de rebondir sur un aspect, sur ce que nous avons promis au peuple camerounais en octobre. Je me rappelle encore, novembre, décembre, nous disions déjà, nous donnions des injonctions au peuple camerounais de ne plus envoyer des litchis au Cameroun. Nous leur disions, ne faites plus des litchis. Personne ne doit plus envoyer des litchis. Ils doivent se débrouiller. Ils doivent avoir faim et soif.
et comprendre que l'heure est grave et se débrouiller. Mais qu'est-ce que nous avons fait par après? Aujourd'hui, nous sommes les premiers spécialistes des litchis. Les gens m'ont interpellé dans tous les 4 coins du monde. Général El Chenou, votre révolution là est devenue la révolution des litchis. Mon général, chacun qui fait un live met un litchi. Chacun qui fait un live met un mode, il faut cotiser. Vous êtes devenus plus que les pasteurs des églises de réveil, où il faut payer 10 000 offrandes après avoir écouté un message, il faut s'aimer, il faut faire ceci. Voilà ce que la révolution camerounaise est devenue, shame to you. Nous devons avoir un peu honte quelque part. Et moi, ça me désole. Parce que nous qui avons sacrifié dans ce combat, nous qui sommes en train de donner à cette lutte, on ne comprend pas comment des gens ont l'audace de venir s'asseoir pour prétendre, autant pour moi, qu'ils peuvent profiter de ce combat. Qu'ils peuvent, un instant s'il vous plaît. Donc, un instant, merci. Comment des gens peuvent, à l'heure actuelle, prétendre ou bien penser qu'ils peuvent, à ce jour, profiter ou jouir de ça? C'est impossible. Ce combat est un combat que nous menons de Dieu à l'aide, et un combat qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande beaucoup de peine, beaucoup de labeur. Donc, je profitais comme ça pour dire que la place des litchis dans ce combat que nous menons, il faut la revoir. Ou tout au moins arrêter cette sottise. Il faut arrêter un peu ça. Parce que nous ne sommes pas venus... Vous savez, c'est toujours cette utopie, cette illusion de croire que nous connaissons trop. Et je le dis toujours. Parfois, on va me dire, hey, tu es trop arrogant, tu déranges parfois. Mais parfois, il faut dire la vérité à certaines personnes. Il faut dire la vérité à certaines personnes parce qu'on est en train de s'acheminer vers une révolution des litchis. Tout le monde qui fait un live met un litchi en ligne. Je mets quiconque au défi. Le seul leader de cette révolution qui n'a jamais mis de litchi en marche. Et je ne mettrai jamais. C'est ça qui fait ma fierté. Je ne mettrai jamais de litchi en ligne. Jamais. Jamais. Pourquoi? Pour 2 raisons. Première raison, il faut savoir rester dans l'objectif idéal, c'est-à-dire ce qu'on s'était dit et ce qu'on avait dit au peuple. On avait dit au peuple camerounais au début, il y a de cela 1 an, qu'ils devaient suspendre leur envoi de Western Union. Suspendre leur envoi de MoneyGram. Tout argent qui devait aller au Cameroun, il fallait arrêter ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait laisser le peuple comprendre et expérimenter la souffrance que le régime Biya le conduit dedans. Et se lever, cela devait être une espèce de déclencheur pour les stimuler à se lever, à s'indigner, à se heurter, à s'énerver contre cette tyrannie, afin qu'ils puissent décoller et prendre leur envol. Mais si nous aujourd'hui, vous voyez des litchis de toutes formes, quelqu'un se blesse au Cameroun, il fait un accident, quelqu'un trouve qu'il va mettre un litchi, il faut sauver le blessé là. Quelqu'un a mal à la tête, on met un litchi dans la diaspora pour guérir le mal de tête. Des gens sont malades, on trouve un enfant abandonné dans la rue, on met un litchi. Mais et ces enfants qui sont abandonnés, qui n'ont personne pour mettre les litchis pour eux. Vous mettez un litchi à Bamenda et ceux de Garoua. Vous mettez un litchi à Bafoussam et ceux de Bertois. Vous mettez un litchi à Ngaoundéré et ceux de Boya. Mais on va où? On va où? À un moment donné, il faut arrêter ça. Vous mettez un litchi pour acheter ceci. J'ai même vu la brave générale Salomon Tchapchet. Elle est venue à un moment donné dire, oui, vraiment, il faut que je m'excuse parce que j'ai peut-être fait mal en disant qu'il ne fallait pas cotiser pour telle ou telle chose. Mais moi, je vais profiter même de la tribune qui m'est offerte pour appeler le MRC. Je le dis encore. Je n'appelle pas le président élu parce que je sais qu'il n'est pas au courant de telle manœuvre. Mais les leaders, surtout en Europe, je dis bien en Europe, le leader en Europe du MRC, je vais l'interpeller ici. Que le leader en Europe, du nom de Njoko, je crois que c'est Njoko Christian, si j'ai bonne mémoire, que ce leader se prononce, ça je le dis, de manière solennelle. Je l'interpelle à se prononcer sur cette histoire de cotisation de bus pour le président élu. Il faut que le MRC prenne ses responsabilités. Il faut arrêter de tromper les gens et il faut arrêter de faire dans l'amalgame. Si les gens
sont en train de cotiser pour dire que c'est le bus du MRC, il faut que le MRC nous donne son quitus ou son aval pour cette histoire. Il ne faut pas que les choses tournent comme ça. Après, on ne comprend plus comment ça se passe. Moi, j'ai ce rôle d'indique. Parce que quand nous nous sommes levés pour lutter contre la transition, c'est les mêmes gens qui voulaient la transition. On a lutté au début, on nous a pris pour des cinglés, mais enfin, on a eu gain de cause. Vous savez, je le dis toujours, un révolutionnaire, c'est quelqu'un d'audacieux. C'est quelqu'un de courageux et c'est quelqu'un de téméraire. Ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne. Je ne vais jamais fonctionner dans les clivages. Je ne vais jamais fonctionner sur la locomotive déjà tracée. Le révolutionnaire, c'est celui qui se fraye son chemin, qui parfois navigue à contre-courant, qui parfois dit ce qui énerve, qui parfois prend position là où les gens l'attendent le moins, ou bien la position que tout le monde n'espère pas. C'est ça la révolution. La révolution, c'est l'anticonformisme. C'est aller contre ce qui est établi, contre la norme. Être révolutionnaire, c'est aller au-delà, c'est aller contre la norme. Il est normalement établi. On a vu et on entend des gens parler au nom du MRC. Mais il faut que nous puissions et nous ayons le courage d'interpeller ceux-là. S'ils ont des cas du MRC, qui nous les produisent. Moi, je ne vais pas faire dans la langue de bois. J'ai envie de dire clairement en ce qui me concerne, moi, Général El Chenou, que cette histoire de bus ou de cotisation pour un bus, que ce soit lancé par n'importe qui, ce n'est pas là mon problème. C'est que ce sont des actes qui freinent la révolution. Cet argent pouvait aller à Free Marshall et aider à déstabiliser le régime de Biya. Cet argent pouvait aller au programme Scalois de Patrice Nganan, ce qui aide la révolution. Parce que tous les militaires qui abandonnent le camp de Biya, ça fait, c'est-à-dire ceux qui désertent, ça fait des militaires en moins dans le camp de Biya et ça fait des militaires en plus dans le camp de la révolution. Parce qu'ils quittent Biya pour venir nous rejoindre. C'est tout. Voilà un programme qui aide la révolution. Donc je suis d'accord pour les litchis, pour le programme Scalois. Je suis d'accord pour les litchis, pour un caractère humanitaire. Je dis bien humanitaire. Pour la fondation Aya, pour aller donner à manger aux enfants du nord-ouest et sud-ouest qui sont dans les forêts au nord. Le reste des litchis, là, il faut aider quelqu'un. Il faut acheter les chefs, les voitures aux chefs. Il faut acheter les bus au président élu sur les sangs Maurice Kamto. Qui vous a dit que Maurice Kamto a besoin d'un bus? S'il a besoin d'un bus, je vous assure que je connais au moins une personne qui se lève et achète un bus neuf. Un bus neuf, c'est autre 100 millions de francs CFA. Il dit achète et dédouane. Rapidement, arrêtons de distraire les gens. Arrêtons. Ça nous perd le temps. C'est à cause des actes comme ça qu'on a traîné et qu'on continue de traîner. Il faut à un moment donné qu'on se lève et qu'on avance. Il faut à un moment donné qu'on prenne le taureau par les cornes. Qu'est-ce qui fait tomber Biya? C'est ça qui est intéressant pour nous. Le programme Scalois est utile. Cotisons pour le programme Scalois, oui. La fondation Aya pour les raisons humanitaires. Parce que pendant que nous vivons, ces gens sont dans les forêts. Ces enfants sont abandonnés dans les forêts, dans les brousses au Nigeria. Oui, on peut les aider de temps en temps. Mais tout ce qui ne va pas directement contribuer à la chute de Biya. Si on donne cet argent, il y a peut-être 6 000 € dans cette histoire de bus. Ça peut aider. 6 000 €, c'est 4 millions de francs CFA. On peut donner ça à Free Marshall. Mais ça fait beaucoup de choses. Aux anglophones, ça consolide les alliances avec les anglophones. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si vous voulez qu'on rabaisse ces billets en 30 ans, mais on va aller pour le rabaisser en 30 ans. Mais nous ne sommes pas entrés dans ce combat pour faire 30 ans. Parce que nous, ça nous coûte. Sur le plan familial, ça me coûte. Sur le plan personnel, ça me coûte. Sur le plan financier, ça me coûte chaque jour qui passe. C'est des pertes qui sont engagées. Mais pour d'autres, chaque jour qui passe, c'est des bénéfices qui sont accumulés. Mais c'est pour ça qu'il y a 2 poids, 2 mesures. C'est pour ça qu'il y a deux façons de nous projeter cette révolution. Et il y en a qui aimeraient que la révolution dure au maximum. Parce que tant qu'ils vivent de leur litchi, tant qu'ils font les litchis, ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème. Mais le peuple qui est en train de donner chaque fois, donner, mais il faut à un moment donné que ça cesse. Et c'est ça, cette langue, c'est cette vérité-là qu'on n'aime pas entendre en tant que Camerounais. C'est ça qu'on dit et ça fait mal aux uns et aux autres. Il faut à un moment donné accepter la vérité. Vous aussi, peuple camerounais, tant que vous n'allez pas accepter de réfléchir, de prendre votre destin en main, on va toujours vous torturer n'importe comment. On va vous torturer n'importe comment. Il faut à un moment donné que le peuple prenne ses responsabilités. C'est de ça qu'il est question. Si le peuple ne veut pas prendre ses responsabilités, mais on va vous amener, on va vous balancer n'importe où. On vous amène ici, on vous amène là-bas, et puis vous suivez. Vous êtes des éternels suiveurs. Vous suivez, mais prenez aussi la possibilité de décider. Décidez pour vous-même. Vous croyez que nous, on gagne quoi dans cette histoire?
Moi, ça me tue. Ça fait 1 an de ma vie que j'ai déjà perdu comme ça. Vous croyez que qui va me rembourser ça un jour? Combien de personnes comme moi? Combien de personnes ont sacrifié? Ça nous coûte. Je faisais le bilan encore l'autre jour. 1 année déjà de perdu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les pertes sont énormes. Donc j'appelle ici le peuple révolutionnaire et j'appelle, je le dis encore de manière solennelle, je crois que je vais prendre sur moi la responsabilité d'interpeller ou je le dis comme ça clair, que j'interpelle le bureau Europe du MRC de se prononcer officiellement sur cette histoire de bus. Si c'est d'accord, le bus coûte combien? Avez-vous donné votre aval? Oui. Quand il sera acheté, qui va le dédouaner? Est-ce que le MRC a pris l'engagement que si une fois le bus acheté, ils vont le dédouaner? Nous voudrons voir ces éléments clairs. Et cesser de tourner les gens, d'amener les gens dans... On n'est pas là pour cotiser. On n'est pas venu dans une révolution des litchis. Il y a des gens qui, depuis qu'ils sont entrés dans ce combat, passent leur vie à faire des litchis. Mais ça n'aide personne. Ça n'aide personne. On m'a tellement interpellé là-dessus. Mon général, votre révolution est devenue la révolution des litchis. Révolution des litchis. Partout vous faites des litchis. Tout le monde des litchis. Quelqu'un fait des il faut aider. J'ai un orphelinat là-bas. J'ai tel là-bas. J'ai telle femme enceinte là-bas. J'ai telle femme qui est grosse. L'autre a accouché les jumeaux. Le père est mort. Il faut aider. Mais c'est quoi? Vous connaissez combien de personnes, combien de parents au Cameroun ont perdu leur emploi à cause des billards, à cause de ce système? Vous croyez que quand vous allez donner à manger aux enfants de Ngouache, acheter un bus à tel, donner un peu à boire à tel, ça va résoudre quoi? Donner les orphelins là aujourd'hui et après? Si on était dans un état bien structuré, si BIA était renversé, et le président élu son excellence Maurice Kamto avait pris ses fonctions, et que le pays était redressé, il y aurait un ministère, on a au Cameroun un ministère des Affaires sociales et de la condition féminine. Ce ministère serait en train de travailler, ce ministère serait en train de s'occuper des orphelins, des handicapés. Moi, je suis né à Mélène. On allait à Etougébé, au centre des handicapés à Noël, donner les cadeaux aux enfants. C'est-à-dire on avait nos cadeaux et les cadeaux qu'on avait en surplus, ou bien nos parents nous achetaient les cadeaux en plus et on allait offrir au centre handicapé. On allait voir les enfants sur des chaises roulantes. Il y avait un grand centre national des handicapés à Etougébé. Les gens arrivaient là-bas avec leur handicap et avaient une vie structurée. On les aidait à se refaire. Aujourd'hui, BIA a presque tout fermé. On avait un parc zoologique. Comme on a les Botanic Gardens à New York, aux États-Unis, à Washington, partout. Comme à Berlin, on avait un parc zoologique. À Mélène, à Vambéti. On allait voir les animaux. J'ai vu les lions pour ma première fois dans le zoo. Je voyais des chimpanzés, des gorilles. On voyait il y avait des animaux, il y avait un autre qu'on appelait, c'est quoi? Il nous montrait la tomate, les singes qui ont les fesses rouges comme ça. Ils tapaient, ils faisaient des choses. On dit tourne 10 fois. Il fait 10 bons. Pap, 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 pap. 10, il se met, il te tend la main. Tu lui donnes la banane. Tu lui dis 12. Il fait 12. Pap, 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 12. C'était des animaux éduqués. Et on allait les voir. On faisait des photos dans les eaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que la jeunesse a? BIA, c'est le monstre. C'est à BIA qu'il faut s'attaquer. Cessez de croire qu'on peut résoudre les problèmes du Cameroun en résolvant les problèmes individuels. Les gens amènent les trucs de leurs cousins, de leur famille, de leurs cousines. Partout, ils se font peau neuve au Cameroun. Et puis, ils utilisent les gens comme ça. Il faut un peu arrêter les litchis là, s'il vous plaît. J'interpelle tous ceux qui sont dans la manœuvre des litchis là. Il faut un peu arrêter ça. Qu'on se concentre sur la chute du tyran. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre lutte. BIA est en train de tomber coûte que coûte. Il faut qu'on se redynamise nos efforts vers sa chute totale et globale. Et une fois tombé, maintenant on peut faire des choses. Le pays sera structuré. Et on aura beaucoup d'autres choses. On aura le ministère des Affaires sociales et de la condition féminine qui va bien travailler. On aura beaucoup d'infrastructures. Et les structures seront nouvelles et bien amenées. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête. Je rappelle aux gens que nous avons ce live qui passe sur 4 canaux de télévision. Donc nous avons ma chaîne, ma page. Nous avons la page du BFR qui retransmet corps. Et ensuite une autre page de ma chaîne, comment on appelle ça, de programme ou c'est quoi comme média qui retransmet également ce live. Donc nous sommes un peu partagés partout. Ne vous offusquez pas, c'est un peu ça. La capacité aussi de donner la possibilité à tout le monde d'avoir cette opportunité d'écouter le général El Chenou. Donc il y a 4 supports médias qui sont en train de transmettre cette intervention. Donc il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu s'il vous plaît. J'interpelle les uns et les autres. Et ce n'est même pas trop ceux-là les coupables.
C'est le peuple qui se met toujours dans la bêtise. C'est le peuple qui accepte toujours n'importe quelle incongruité. À un moment donné, il faut rester quand même cohérent avec vous-même. Dites-vous que nous sommes entrés dans ce combat. Pourquoi? Pour chasser Biya. Qu'on ne vous traîne pas en pâture. Demain, je vais voir des gens se lever et commencer à dire, oui, un de chez nous a dit qu'on ne doit pas cotiser pour tel. Dites aux gens là de venir me voir, ils me connaissent. Dites-leur de venir me répondre. Qu'ils me viennent me demander pourquoi j'ai dit ça. Moi, je ne viendrai pas m'excuser pour vous dire que j'ai dit ça parce qu'ils savent pourquoi je l'ai dit. Parce qu'on se connaît. On se connaît, avec tous ces gens-là, on se connaît. Ils savent qu'ils ne peuvent même pas venir me demander un truc comme ça. Parce que je le dis devant tout le monde. Et je le dis parce que je le dis devant eux. Il faut arrêter un peu les manœuvres là. Laissons-nous le peuple se concentrer un peu vers l'essentiel. L'essentiel, c'est la chute de la tyrannie. Il faut faire tomber Biya. C'est Biya notre ennemi. Il faut le renverser. Et il est en train de tomber. Donc on laisse un peu les gens se concentrer. Donnons la possibilité à Free Marshall de continuer le combat de manière paisible et plausible. Donnons la possibilité. Essayons de voir un peu les axes avec les anglophones. Nous les francophones, on a quand même une force de gueuler qui reste toujours derrière les claviers. On est derrière les claviers, on gueule. Voilà le combat qui commence. On va prendre des mesures sévères. Voilà les élections qui s'annoncent. Et je le dis encore, j'aime cette révolution parce qu'elle donne la possibilité et la latitude à tout le monde de mieux s'exprimer. L'heure vient où on va commencer à poser des actes durs. Les gens qui sont là, qui disent que le MSC nous garantit quoi? Qui disent que mais qu'est-ce qu'on nous garantit? On va vous voir. On va voir. Ce n'est pas la révolution de dire que, de se placer, de dire qu'il faut seulement tirer sur les gens. Ceux-là qui bavardent, vous avez les ambassades du Cameroun là où vous êtes. Vous êtes incapable d'aller forcer le portail pour entrer, pour dire à l'ambassadeur que tu travailles pour un bandit. Vous venez seulement bavarder par derrière. L'heure vient où il faudra repasser aux actions. Voilà les élections qui s'approchent. On n'a pas deux méthodes de bloquer les élections. On va tout faire pour bloquer au Cameroun. Mais nous avons promis à Biya que si les élections doivent se tenir au Cameroun, dans la diaspora, les ambassades et tout vont tomber. Nous allons prendre des mesures terribles. Des choses sont en train d'être préparées dans le secret pour toucher ce système de la plus violente des manières. Ce sera pire que ce que vous avez imaginé le 26 janvier. Il dit pire que ce que vous avez vu le 26 janvier. C'est de ça qu'il est question. Et on va interpeller tous ces révolutionnaires de tous ces pays-là. États-Unis, Cameroun, France, Angleterre, Londres, Italie, partout. On va vous interpeller, vous mettre devant les réalités. Fini la gueule. Un révolutionnaire, c'est celui qui court le risque. C'est celui qui accepte de risquer sa vie. Ce n'est pas la révolution, ce n'est pas le clavier. Hein? Ce n'est pas s'asseoir derrière Facebook pour faire les lives. Mon frère, quand on dit que courageux, placez-vous devant maintenant, il faut vous placer et faire des actions. C'est facile de venir commenter les actions des autres. C'est facile de venir dire que oui, tel est peureux, tel était caché là-bas, tel était. Maintenant, on va voir le moment là, quels sont ceux qui prennent les actions, quels sont ceux qui prennent leurs responsabilités en main, quels sont ceux qui se mettent au devant pour dire ici nous sacrifions tout pour libérer le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut arrêter un peu ça. Peuple camerounais, arrêtez un peu. Arrêtez avec les litchis. Je le dis de manière solennelle. En tant que celui-là même qui a fait naître cette révolution, arrêtons les litchis. Arrêtons, faisons taire les litchis même un mois et concentrons-nous sur la chute du tyran, sur comment faire tomber Biya. Faisons taire les litchis un peu. Arrêtez un peu cette histoire parce qu'on en voit de partout. Les gens sont étouffés. Quelqu'un veut suivre un live, mon frère il a déjà cotisé. Vous êtes devenus quoi? Les pasteurs des nouvelles églises où il faut toujours donner de l'argent? Donc quelqu'un vient suivre même la révolution, il doit déjà cotiser. Partout il y a des litchis, partout il y a des... C'est les litchis de quoi? Qu'est-ce que vous avez? Mais si vous voulez aider une femme qui souffre au Cameroun, sortez l'argent de votre poche. Voyez votre cercle d'amis. Chacun parmi nous a un groupe d'amis. Amenez le projet à vos amis. Contactez des personnes en inbox. Vous dites, moi-même, j'ai quand même 50 € à donner. Toi, tu peux donner combien? Vous collectez même un 100 €, vous aidez la personne, vous aidez la veuve, les déplacés, les orphelins et tout ça. C'est tout. Pourquoi toujours braquer le peuple? Le peuple se sent étouffé. Moi, j'ai reçu beaucoup d'appels déjà. Que ce soit en interne, en inbox ou bien par voix, on me dit que ben, votre histoire là, ça ressemble déjà à une histoire des pasteurs des nouvelles églises. Tout le temps, on doit cotiser. Et j'ai fait une remarque. Sur 10 lives, 9 viennent avec un litchi. J'ai dit 9 sur 10 viennent avec un litchi. Ça veut dire 90% des lives s'annoncent avec les litchis. Dès que tu veux écouter 2 minutes, tu vois le lien cotisé. Dès que tu veux parler, écouter quelqu'un de 5 minutes, tu vois le lien cotisé. C'est quelle histoire? Pourquoi? Pourquoi vous voulez toujours arnaquer les gens? Chacun parmi nous a un cercle d'amis. Si moi j'ai le besoin d'aider quelqu'un, quand j'ai eu besoin d'aider au Cameroun, même quand les prisonniers étaient, je n'ai pas besoin de demander aux gens. Je sors l'argent de ma poche, j'aide.
Si ça ne suffit pas, je contacte mes amis les plus proches. Je dis, bon, ok, voilà, on a un projet. C'est comme ça. Nous-mêmes, nous avons beaucoup aidé. Les gens de la Fédération d'Allemagne peuvent le dire. J'appelle ici à témoin Jean-Désiré Kameni. J'appelle le jeune là, comment il s'appelle encore, Rodrigue, tous ces gens-là, ils le savent. On a aidé des combattants qui étaient en difficulté sans avoir besoin de mettre un litchi. En interne au sein de notre bureau, on cotisait, on dit chacun donne 50 €, chacun donne 100 €. Si on est 10, on est 12, on est 15, ça fait ce que ça donne, on balance là-bas. C'est ça l'acte sacrificiel. La révolution, c'est ce sacrifice-là. Quand tu fais comme ça, ça te coûte. Et demain, tu comprends que, mon frère, il faut que le combat se finisse vite. Ben, si ça continue, mon argent va toujours sortir comme ça. Mais quand toi, tu prends l'argent aux gens pour aller aider, finalement, toi, tu ne dépenses rien. Mais ce serait trop facile comme ça. N'importe qui peut mettre ses litchis en route pour aider même un fou. C'est ça qu'il est question. C'est de ça, et c'est là où ça fait mal. Mais si l'argent sortait de nos poches, on aurait plus de douleur. Et on comprendrait que ce combat-ci ne doit pas durer. C'est pour ça que quand nous pleurons que ça ne doit pas durer, les gens ne comprennent pas. Ça ne doit pas durer parce que ça nous coûte. Ce que ça ne coûte pas, ils prennent l'argent aux gens pour aller aider, pour aller faire les bons samaritains. On met sur pied un projet d'acheter un bus. Les concernés ne donnent même pas 5 francs, mais ils vont prendre l'argent aux fous, aux idiots. Les gens vont se mettre à cotiser bêtement. Après, ils vont dire que non, on a acheté un bus. Qu'est-ce qu'on a à foutre? On fait quoi avec le bus? Maurice, quand tu as demandé un bus à qui? Il fait même quoi avec le bus? On veut chasser Biya. Vous allez voir un président de la République rouler dans un bus. Il y a la Lincoln présidentielle, il y a les voitures des présidents de la République. Comment? Biya va partir avec toutes les voitures là. Arrêtez ça. On achète un bus au MSC, pourquoi? Qui est engagé dans le combat pour le MSC? Qui est du MSC même? Si vous voulez faire des trucs du MSC, faites des trucs avec les militants du MSC. Que les militants du MSC achètent leur bus pour leur patron. Mais nous, on est derrière notre leader. C'est Maurice Kamto, ce n'est pas le MRC. Parce qu'il faut que les gens mettent toujours ça clair dans leur tête. Parfois, des gens confondent, ils font un amalgame. Que nous sommes là engagés pour la lutte pour le MRC. Nous ne sommes pas engagés derrière le MRC. Je n'ai aucune affiliation avec le MRC. Je ne suis pas là. Le MRC, je soutiens le MRC comme toute personne neutre. Mais je ne suis pas du MRC. Je n'ai aucun ressenti. Quand je veux parler de ce qui touche le MRC ou de ce qui blesse dans le MRC, je ne passe pas par la langue de bois. Je ne passe pas par la langue de bois. Il y a une expression qui me fait souvent rire, qu'on appelle que non, il y a des extrémistes dans le MRC. D'aucuns les appellent les talibans, d'autres les appellent les durs, l'aile dure. Mais c'est comme ça, c'est la vie, mais c'est vrai. Il y en a partout. Comme dans tout mouvement politique, il y a l'aile dure, il y a la droite de la droite. Et puis il y a les modérés. Après, il y a les gens qui sont comme ça. Dans tout mouvement politique, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Donc, quand on dit ça, on ne blesse personne. On ne blesse personne. Il y a les radicaux. Il y a des radicaux. C'est comme dans la révolution. Il y a les radicaux de la révolution. Il y a des gens de l'aile dure. Moi, j'en fais partie. Je suis des durs de la droite dans la révolution. Je ne suis pas modéré. Je ne réfléchis pas par quatre chemins. Non. Je suis de la branche radicale. Et ça, c'est comme ça. Donc, si on me dit ça, quelqu'un ne me blesse pas ou bien ne me fait pas du mal en me le disant. Donc, il ne faut pas que vous soyez offusqués. Qu'on vous dise que non, vous êtes de la droite dans un parti politique, c'est comme ça. Même dans le SDF, il y a eu à un moment donné les gens qui étaient de l'aile dure, de la droite. C'est-à-dire les extrémistes qui pensaient que c'était le moment pour les anglophones de prendre leur destin en main, de sauver le pays, que ça ne passait que par, le salut ne passait que par eux. C'était tout. Au temps de John Fondi, c'était ça. Et ça me permet de faire une bifurcation comme ça. Pour comprendre comment est-ce que fonctionne vraiment la révolution camerounaise fonctionne vraiment de manière terrible. Et le peuple camerounais est un peuple vraiment atypique. Atypique. Je ne sais pas si c'est Dieu qui nous a fait comme ça ou c'est qui. On avait en 92 un leader charismatique. On avait un leader qui savait haranguer les foules, qui savait dire ce qu'il fallait. Il était compétent, il était fort, il était zélé. C'est ça ce que j'appelle les frasques de la révolution camerounaise. En 92, on avait un leader qui était un harangueur. Quand John Fondi savait, il était trop fort. C'est-à-dire, rien que son visage, quand le gars se mettait dehors, toute la ville sortait. Quand le gars avait l'occasion, un temps soit peu, de mettre 10 personnes, sortait 1000, 10 000 autour de lui. Parce qu'un seul mot de lui, quand il levait le poing comme ça, power,
quand il levait la main comme ça, mon frère, il avait un langage terrible. Quand il parlait au peuple, il parlait au bas peuple. Il disait toujours, quand il parlait de Paul Biya, il disait Amacham, Akacham, Amacham, what's Agodouam. Donc il disait des choses puissantes. Que le peuple disait seulement mangeons-le, piétinons-le, écrasons-le. Et ça, le peuple aimait. Mais il avait un défaut. Il avait un grand défaut. C'est qu'il n'était pas intellectuel. Il n'était pas calé. Il n'a pas compris les jeux de la politique. Il était un gars très rusé, très fort, pour haranguer les foules, pour lever les foules. Quand il avait l'occasion, il ne lésignait sur aucun moyen. Dès qu'il y avait 10 personnes, il a transformé ces 10 personnes en 10 000 personnes. Et c'était parti. Dès qu'il avait l'occasion, la ville s'enflammait. Il savait enflammer les foules. Il savait haranguer les foules. Mais il avait un problème. C'est que sur le plan intellectuel, il n'a pas pu résister. Biya l'a tourné et a fait de lui qui se lève contre le mouvement populaire et trahisse le peuple, trahisse la nation. Triste sort. Ça, c'est la triste réalité. Mais aujourd'hui, en 2018, nous avons un leader hyper intellectuel. Hyper intellectuel. Mais la réalité, c'est que notre leader, le président élu, n'est pas prêt à sortir, profiter sur la plus petite occasion pour renverser un pays, pour renverser la nation, pour lever les foules et profiter sur ça pour faire tomber le régime. Le président a eu beaucoup d'opportunités, mais il a aussi sa technique et sa méthode qui est telle que lui, il a dit qu'il ne passera pas sur le crâne de quelqu'un, sur la tête de quelqu'un. John Fundi était prêt à faire tout ça pour arriver au pouvoir. C'est pour ça qu'il ne perdait pas le temps. Voilà encore le président élu est trop compétent au niveau intellectuel. Il est calé, tout. Mais je me rappelle encore quand il est rentré d'Addis Abeba. Il n'a pas voulu. Alors que la foule attendait, avait faim, avait soif d'un mot de lui, qu'il dise quelque chose. Il a renvoyé les gens chez eux. Donnez l'occasion là à John Fundi. Ah, il aurait levé Douala. Il aurait levé Douala. Et voilà la différence. Mais le président élu, lui, il a sa stratégie, il a sa technique. Nous nous inclinons, nous respectons cela. Mais voilà aussi les frasques de la révolution camerounaise ou du changement au Cameroun. Voilà ce que nous devons endurer tout simplement. Nous attendons que l'heure sonne pour le président élu afin que les choses soient établies comme elles sont. Mais voilà deux personnages différents. Si vous donnez la tête du président élu, son cerveau à M. John Fundi, il est président coûte que coûte. Si vous donnez la capacité d'haranguer les foules de John Fundi au président élu actuellement, on est fini. Biya serait tombé depuis. Biya serait tombé lors du retour d'Addis Abeba, ou bien le lendemain même de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Biya tombait le jour-là. Biya tombait, c'est tout. Mais on est obligé de faire avec. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça, mais c'est des phrases par lesquelles nous on doit passer. Et on est en train d'accepter. Mais nous croyons, et je le dis encore de tout cœur, que le président élu remplit toutes les conditions, coûte que coûte, parce qu'il nous a prouvé et il nous l'a démontré qu'il est à la hauteur. Nous allons suivre son parcours et son chemin va être suivi. Peut-être nous aurions voulu que ça se passe comme nous avons voulu, parce que cela nous coûte, il faut le dire, de continuer d'espérer. Mais il a ses voies et ses voies sont super. Nous croyons en sa puissance, en sa stratégie. Nous croyons en ce qu'il fait et nous croyons que 2020, c'est l'année de tous les basculements. Nous croyons que 2020, c'est l'année de la fin de la dictature de Biya, la chute de Biya, la chute du tyran. Nous le croyons sincèrement et amèrement et de manière très forte. Et l'un des derniers aspects sur lesquels il fallait qu'on s'entretienne également ici, c'est la capacité pour nous de comprendre que, au-delà de tout, dont nous avons parlé premièrement de cette dictature, du régime de Biya qui doit tomber coûte que coûte en 2020, nous avons vu qu'il est temps pour nous de surseoir un tant soit peu les litchis. Nous avons interpellé les responsables MRC de l'Europe. Je le dis encore, un certain Joko, de prendre position et de faire une communication claire sur cette qui semble être une arnaque au niveau du peuple pour ce qui est du bus du MRC. Je le dis solennellement, je n'ai peur de personne. Je le dis de manière solennelle. Il faut prendre position là-dessus. De ma propre voix, je l'ai dit. Et il faut que vous nous donniez un communiqué clair. Est-ce que vous êtes engagé dans cette affaire d'achat du bus? Est-ce que vous avez la maîtrise? Parce qu'on a perdu 14 000 € par des voies similaires. Aujourd'hui encore, on va encore prendre au peuple une somme qui pouvait aider à acheter les armes pour
faire tomber la dictature de Biya. Il ne faut pas prendre les gens. Nous, nous sommes engagés dans ce combat. Ne prenons pas le peuple pour des moutons. Ne les prenons pas pour des idiots. Il faut qu'on cesse un peu ça. Donc, il est mieux que cet argent serve à l'achat des armes, serve à l'achat de beaucoup de choses pour renverser la tyrannie de Biya, au lieu de prendre ça pour dire qu'on va faire ceci à la fin, on ne sait pas où ça part. Demain, ça tombe encore dans les mains d'un personnage véreux qu'on connaît, qui est expert de la manipulation et des fuites d'argent. Après, on nous sort encore un comité de greffiers ou bien de je ne sais quoi, qu'ils vont chercher là où l'argent a disparu. Comme Conchu Komeni nous avait dit que l'argent entre Paris et New York. Donc, dans une mallette comme ça, diplomatique, c'est perdu entre Paris et New York. On peut aussi se retrouver comme ça, que l'argent entre Amsterdam et je ne sais pas, et Milan. On ne sait pas. Et après, ça finit comme ça. L'autre est fini, qui sait encore. Donc, il faut arrêter un peu ça. Arrêtez un peu ça. On a besoin des choses sérieuses. On a besoin des choses sérieuses. Et nous, on veut que ça finisse. Si vous voulez que ça continue éternellement ou éviternellement veut dire tant que vous vivez, c'est-à-dire ça continue avec vous. C'est tout. Donc, c'est pas compliqué. Donc, c'était un temps soit peu ça. Et l'autre aspect encore sur lequel je voudrais enfin chuter, c'est concernant, bien sûr, cette histoire de lutte que nous menons et la perspective et les trajectoires que nous nous fixons et que nous nous proposons de faire et de mener pour la fin du combat. Nous voulons dire au peuple camerounais déjà notre gratitude, mais dire merci à tous ceux qui se sont levés de manière solennelle depuis bientôt 1 an. Nous voulons reconnaître votre gratitude, reconnaître vos efforts, reconnaître votre souffrance. Vous avez été là à partager les lives, à communiquer, à cliquer chaque fois après le boulot. Vous avez cotisé plusieurs fois pour des litchis, pour des sommes. Nous sommes allés chasser Biya à Genève. Nous avons fait beaucoup de choses au niveau de l'Allemagne, au niveau des États-Unis, partout dans le monde. Nous avons œuvré beaucoup en ce qui nous concerne, mais nous voulons dire que nous sommes en train de frôler la fin. Nous sommes en train de frôler la fin et nous demandons un sursaut supplémentaire pour beaucoup d'entre vous, un sursaut supplémentaire pour beaucoup d'entre nous. Il faut que nous comprenions que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de ce combat. Biya est en train de tomber et les ponts du régime sont en train de tomber. Je le dis de manière solennelle parce que dans le lobbying que nous travaillons et que nous sommes en train d'activer encore de manière virulente ces derniers temps, que ce soit au niveau de l'Allemagne ou des États-Unis, j'ai des contacts très avérés là-dessus qui nous laissent croire que le régime est en train de vivre ces derniers mois. C'est très clair. Or, il faut que le régime est en train de vivre vraiment ces dernières semaines. C'est quelque chose de très fondamental. Et c'est à nous d'activer les choses. C'est à nous de pousser le bouchon. C'est à nous de pousser le déclic, de casser la baraque, de dire pam, c'est fini et que ça finisse. C'est tout. C'est tout. Tout est fait. Tout est fait. Vous avez vu le revirement des situations de la France. Et je voulais encore le dire aujourd'hui, la France ne sera jamais notre amie. Ce n'est pas parce que la France aujourd'hui est en train de vouloir négocier maintenant avec le président élu qu'on doit avoir un ton doux envers la France. Il y a des gens qui oublient beaucoup de choses. Vous avez la mémoire courte. Et j'ai envie de dire à ceux-là, que la France ne sera jamais notre amie. La France ne nous aidera jamais, je dis bien au grand jamais, à prendre notre autonomie. Vous avez vu le discours de Macron, je l'ai posté sur ma page pour ceux qui ne l'ont pas vu. Allez-y voir comment Macron appelle les chefs d'État africains à nous rendre la vie impossible. Nathalie Yama a été expulsée de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Macron, c'est sur ordre de Macron. Macron a donné l'ordre à son valet là, comment son sous-préfet, comment il s'appelle là? Comment on appelle le sous-préfet de Macron en Côte d'Ivoire là? Ouattara! Déjà même sa femme, il a eu une femme aussi qui est française, qui est une femme qu'on lui a donnée, une femme des agences secrètes, des services de renseignement toujours, qu'on donne aux gens comme ça. Vous entrez dans des clivages, vous ne savez même pas. Tu veux parler, tu peux parler quoi mon frère? Quand on a mis sur toi, on a mis dans ton lit le chef des services de renseignement, tu dois, on te répond, on envoie les nouvelles là-bas. Donc tout ça c'est les mêmes choses. Donc il faut arrêter un peu ça, de croire que c'est parce qu'on sera doux avec la France que la France va nous aimer. Jamais. La France fait de nous ce qu'elle veut, comme elle veut. Et plus on est doux, plus elle nous fait ça dur. C'est quand on se lève même avec des voix dures qu'elle commence à réfléchir que, hey, vous croyez que le Rwanda est sorti du joug français comment? Le Rwanda était une colonie française. Aujourd'hui, on ne parle plus français au Rwanda. On ne parle plus français. Mon frère, les gars ont viré vers l'anglais. Vous croyez que c'est quoi? C'est un seul président, hein, ça ne fait pas 20 ans. Ça ne fait pas 20 ans, sortant d'une guerre civile.
où le pays a été tué, plus d'1,5 million, 2 millions de morts. Vous croyez que quoi? C'est que les gens croient toujours que non. Il y a un esprit quand même des Camerounais, un esprit de paresseux et de mou, d'être mou là. Toujours croient qu'on va supplier pour demander notre liberté. Ouais, pardon, chez nous, tu as piétiné le drapeau français. La prochaine fois que je viens en France, je brûle le drapeau français en France. Ça, je le dis. Oh, je vais brûler ça à Paris, en France. Qu'ils m'arrêtent et qu'on en fasse un procès. Je suis prêt. Les gens qui sont pressés d'appeler les services de renseignement là, le jour là, préparez-vous. Vous allez dire, allez même dormir. Je vais vous dire la veille. Allez dormir chez les services de renseignement. Allez dormir là-bas, vous m'attendez. Parce que dès que je brûle, vous leur dites qu'ils viennent m'arrêter. Et là, on en fait un procès public. Ils vont me dire le nombre de personnes qu'ils ont détruit. Parce que le génocide français, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Quelque chose qui va vous choquer. Et ça, je voulais vous le dire pour sortir de ce live. On a dit les lives ne faisaient plus 1 heure. Le génocide français en pays Bamileke et Bassa, ils ont tué 25 millions. Il y a eu 25 millions de Bamileke et de Bassa que les Français ont tués. J'ai les chiffres. Et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. J'ai dit que les Français ont tué 25 millions de Bamileke et de Bassa au Cameroun. Au Cameroun. J'ai dit bien les Français ont tué 25 millions. J'ai dit 25 millions de Bamileke et de Bassa lors du génocide au Cameroun. 25 millions de tués. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Et dans mon prochain live, je vais vous prouver clé à la main qu'ils ont tué 25 millions. Ils ont décimé les villages. Les gens me diront, ah, mais général, chez nous, la population du Cameroun était de combien à l'époque? Pour qu'ils aient tué 25 millions de Camerounais, de Bamileke et de Bassa, je vais vous prouver que les chiffres qu'on vous avance là sont erronés, faux. Je dis bien faux. Les Camerounais ont tué 25 millions. Retenez ça bien. Dans ma prochaine sortie, dimanche prochain, je vous apporte les preuves à l'appui qu'ils ont tué 25 millions de Camerounais. 25 millions de Bamileke et de Bassa, tués par les Français. Et on doit fermer la bouche. On doit supplier aujourd'hui pour dire la France, pardon. Vous savez, la France est en train de négocier. Vous croyez que la France se retrouve en train de vouloir négocier avec le président élu parce qu'elle veut? Elle n'a pas le choix. C'est à prendre ou à laisser. C'est la pression que nous mettons. C'est la pression que les autres pays mettent. L'Allemagne, les États-Unis. La France est dangereuse. La France est membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais elle n'a jamais ouvert un dialogue sur le cas du Cameroun. Elle peut appeler à une ouverture d'un débat sur le Cameroun. Mais les pays qui l'ont fait, c'était quoi? L'Allemagne, qui n'est pas membre permanent. La République dominicaine, qui n'est pas membre permanent. L'Angleterre est membre permanent. Et les États-Unis, membre permanent. Voilà les 4 pays qui ont ouvert un débat aux Nations Unies sur le Cameroun. La France ne s'est même pas gênée, alors qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais elle ne l'a pas fait. Vous croyez que ce pays-ci veut nous aider? Elle veut passer inaperçue, passer en eau noire tous les crimes qu'elle perpétue en Afrique. Vous croyez qu'on va négocier avec la France? Si vous êtes révolutionnaire et vous n'avez pas encore compris le rôle néfaste que joue la France dans la tragédie camerounaise, alors je vous interroge. Je m'interroge sur vous et sur votre lecture, sur votre culture révolutionnaire. Et je vous appelle à une plus grande et à une meilleure réflexion. Parce que le problème que nous avons, c'est d'abord la France. C'est elle qui soutient le tyran Biya. C'est elle qui soutient le despote Biya. C'est elle qui encourage ce vieillard à tuer la population du nord-ouest et du sud-ouest. Nous sommes à 12 000 morts anglophones. 500 000, 600 000 déjà déplacés. 12 000 morts, 600 000 déplacés. Jusqu'à quand? Et le président élu l'a dit, Paul Biya, jusqu'à quand? Jusqu'à combien de morts faudra-t-il pour que tu prennes conscience? Jusqu'à quand? Il faut qu'on arrive à quel seuil pour que tu t'interroges et pour que tu prennes conscience que tu es en train de décimer ta propre population. Paul Biya, tu es un feignant. Nous voulons te le dire aujourd'hui. Et nous te disons de manière solennelle que tes jours sont comptés à la tête de l'État du Cameroun. Tu as commencé à faire fuir tes ministres. Ils ont commencé à acheter les villas partout. La semaine passée, ils ont commencé à multiplier les achats des maisons à l'étranger, plus particulièrement en Afrique du Sud, au Zimbabwe,
au Sénégal, au Tchad, mais nous avons toutes les informations. Où que vous alliez, on va vous traquer. On va vous traquer après la chute de cette dictature. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Parce que le mal que vous avez fait aux Camerounais, vous allez récolter cela. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse les révolutionnaires. Que Dieu bénisse le bureau fédéral de la révolution. Que Dieu bénisse le leader de la révolution camerounaise. J'ai nommé ici le général président Robert Wanto. Que Dieu bénisse le président élu, son excellence Maurice Kamto, le seul leader de cette révolution, celui-là qui nous amène là où nous voulons. Merci encore, parce que nous croyons en toi. Tu l'as dit toi-même. Nous, le peuple camerounais t'aime, tu n'y peux rien. Nous avons mis corps sur pied. Que tu le veuilles ou pas, tu vas t'asseoir à étudier. Même si tu t'es désengagé de nous, nous allons mourir pour toi. C'est ça l'amour. On n'attend pas que tu nous aimes en retour. On t'a aimé et c'est fini. On t'a choisi. Tu ne peux plus. Ton sort est lié à nous, est lié à notre situation, à notre condition. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires. Que Dieu bénisse toutes les femmes impliquées dans la révolution. Tous les enfants qui souffrent au quotidien de voir leurs parents continuer de les abandonner parce qu'ils doivent accomplir certaines tâches pour le bien de la révolution. Que Dieu bénisse également les hommes de cette révolution qui chaque jour sacrifient tout ce qu'ils ont de plus cher, sacrifient leur famille pour venir lutter pour la révolution. Nous voulons encore le dire de manière solennelle, le mouvement corps reste plein de pieds fermes et poings liés dans ce combat révolutionnaire. Toujours votre gendarme, le gendarme de la révolution, qu'on observe de plus près. Et là où il y a bavure, qu'on s'insurge et remet les pendules à l'heure. Le bureau fédéral est là. Nous voulons bénir tous les leaders du bureau fédéral. Et nous voulons appeler comme ça tout le monde à la session du 11 et 12 janvier 2020. Nous nous inscrivons dans la suite de Berlin. C'est-à-dire tous les acteurs de Berlin, ceux qui ont fait naître la révolution sous la forme actuelle, se retrouveront le 11 et le 12 janvier à Namur, en Belgique, où nous allons repenser la forme de l'État avec les anglophones. Nous avons invité les leaders anglophones depuis les États-Unis, depuis Londres, depuis l'Écosse, les pays scandinaves. Il y a plein de leaders anglophones qui y seront. Et il s'agit en l'occurrence à Namur de penser la forme de l'État. Nous devons pouvoir dire comment est-ce que nous allons vivre ensemble avec les anglophones. C'est de ça qu'il est question. Parce que nous ne voyons plus Biya au pouvoir. Nous ne le regardons plus. Sa page est tournée. Comment nous voulons vivre avec les anglophones? Soit nous voulons vivre avec les anglophones comme les États-Unis vivent avec le Canada, c'est-à-dire deux États amis, deux États frères, ou alors nous voulons vivre avec les anglophones comme la Corée du Nord vit avec la Corée du Sud, c'est-à-dire deux États frères mais qui vivent dans l'inimitié totale. Ou alors nous voulons vivre avec les anglophones comme le Canada, c'est-à-dire vit avec la communauté francophone, avec un statut spécial pour Québec, qui est la communauté minoritaire francophone. Alors à ce moment-là, le statut spécial reviendra aux anglophones, c'est-à-dire les majoritaires seront les francophones et un statut spécial pour la communauté anglophone. Ça, c'est à discuter. Rendez-vous le 11 et le 12 janvier à Namur. C'est là que nous verrons et nous déciderons de comment est-ce que nous allons penser, la diaspora va penser la forme de l'État. Les leaders francophones avec les leaders anglophones, nous allons avoir des discussions et nous allons soumettre un mémorandum au gouvernement allemand, au gouvernement des États-Unis d'Amérique et au gouvernement et au président élu lui-même. Et nous allons ensemble imprégner cette nomination, cette normative pour que brille le Cameroun de demain. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont écouté. Merci encore aux uns et aux autres. Merci, que Dieu vous bénisse tous. C'était le général El Chenou. Merci encore. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Allez, on peut fermer là. Et on peut éteindre là.